Alors, le livret A qui passe, il y a quelques jours, samedi, sous le seuil du 1%. Est-ce qu'on peut considérer que c'est fini? C'est pas vraiment un placement, c'est la mort du livret A, Serge? On peut se poser la question, effectivement. Il faut rappeler que le livret A, il existe depuis 1800, à la fin du 19e siècle. Hein. Et c'était quoi? C'était l'instrument du bon pour apprendre aux Français le réflexe de l'épargne. Alors là, à 0,75%, on peut dire que véritablement, le réflexe de l'épargne ne va pas être au rendez-vous. C'est plus le rôle là du livret A comme stimulant de l'épargne, comme vous apprenant l'épargne. On se souvient des grands-mères et des parents qui ouvraient un livret à la naissance. Là, aujourd'hui, ça ferait sourire. Alors, certains diront, oui, et puis c'est l'épargne populaire. Alors là, je dis bémol, gros bémol, parce que le livret A, c'est pas l'épargne populaire. Pratiquement 50% des personnes qui ont un livret A, 64 millions de Français, ont moins de 150 € sur leur livret A. C'est pas la baisse du taux, il ne va pas les impacter. Ce qui va impacter, c'est ceux qui ont fait le plein à 22 950 €. Eux, ils vont perdre beaucoup. Ils vont perdre 57 € par an. Ouais, vous voyez bon. Avant de décrier ce que vous nous avez présenté à juste titre comme historiquement quand même le moyen d'apprendre aux enfants, aux jeunes, aux Français depuis tout petit comme qu'il faut mettre de côté, hein, oui, avant de le décrire, revenons d'abord sur ce que ça représente. Combien dites-vous que les Français sont à détenir un livret A? 64 millions détiennent un livret A. Ah, c'est beaucoup. 64 millions, c'est pas... On est une armée. Sauf que il n'y a pas grand-chose dessus, quand même, pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes à peu près à 40-50% qui ont moins de 150 € sur leur livret A. C'est vraiment des broutilles. Hein. Et effectivement, la baisse va toucher, et là nous avons presque une photographie des inégalités en France, les 8% de Français qui font le plein à 22 950 €, et eux, ils vont perdre un peu. Mais 64 millions, ça veut dire que même les bébés ont des livrets A? On peut le penser, effectivement, qu'à la naissance, immédiatement, on leur en ouvre. Il y a des personnes morales aussi. Il y a des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, des associations qui peuvent avoir un livret A. Alors, je reviens à cette question. Est-ce que c'est la mort du livret A, Christine Cardin? Cette baisse en dessous des 1%? Sincèrement, je ne crois pas. Effectivement, 0,75, ça paraît peu facialement, mais il y a eu une époque où le taux du livret A était inférieur au taux de l'inflation. Donc dans ce cas-là, quand on investissait, quand on mettait de l'argent sur les livrets A, on perdait de l'argent d'une certaine manière. Ah non, là l'inflation elle est à 0 à peu près. Donc en ayant à 0,75, vous gagnez de l'argent quand même. Tout de même, on ne gagnera pas beaucoup, mais... Même plus que ça ne devrait gagner, puisque normalement il y a une formule mathématique qui permet de calculer le taux idéal pour le livret A. Et celui-là, c'est... 0,50. Voilà, ça devrait être 0,5, c'est-à-dire le taux de l'inflation hors tabac plus 0,25. Ça devrait faire à peu près 0,5, puisqu'on n'est pas tout à fait à 0, on est un peu plus d'inflation. Et on est à 0,75, parce que François Hollande avait fait la promesse de garantir l'épargne populaire, et que cette promesse-là, il l'a d'une certaine manière tenue, même s'il n'a pas tenu la promesse qui était aussi de doubler le livret A, doubler l'argent qu'on pouvait mettre sur un livret A, puisqu'il était à 15 300 quand il est arrivé en 2012. Il avait donc promis d'aller à 30 600. Et en fait, il s'est arrêté à mi-chemin à 22 950. Attendez, pas tout ça à la fois, on a le temps. Vous nous dites que le livret A aujourd'hui, on peut aller jusqu'à mettre dessus, jusqu'à un plafond de combien? Un maximum de combien? 22 950 € par personne. Vous devez avoir qu'un livret par personne. Et une des explications des 64 millions, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont 2 livrets. Et vous nous dites, c'est pas mort. Cet outil d'épargne n'est pas mort. Ça rapporte quand même 0,75% hors impôt. Ouais. Jean-Baptiste Giraud. Alors, l'épargne, c'est un outil de sauvegarde. Comprenons bien. Ce n'est pas un outil d'épargne, c'est un outil de sauvegarde. C'est pas du tout la même chose. C'est la toile à matelas version moderne. C'est l'argent que l'on ne laisse pas sur le compte courant et que l'on pourrait dépenser par inadvertance. C'est de l'argent que l'on sort de ses revenus pour aller le mettre à l'abri sur le livret A, dont on sait qu'on ne peut pas en disposer facilement. Le livret A, il faut faire une démarche, même s'il est de plus en plus électronique. Il faut quand même faire la démarche d'aller tirer dessus. Il y a un rituel pour le livret A. Le livret A, on a parlé du plafond. On parle du plafond que François Hollande n'a pas finalement mis en place. Il n'a pas doublé comme il l'avait promis. Le vrai sujet, la vraie donnée importante, la seule qui ait de la valeur, c'est l'encours moyen, 4 000 €. C'est-à-dire que l'ensemble des livrets A, tous mis ensemble, la somme divisée par le nombre de livrets A, ça fait 4 000 € en moyenne. Et quand on passe le taux du livret A de 1% à 0,75%, ça fait perdre 10 € par personne. 10 €, c'est peanuts. Quand vous perdez 10 €, vous n'allez pas à la banque, ou plutôt ou à la poste, enfin oui, à votre banque maintenant, parce que le livret A est aussi possible à la banque, retirer votre argent en disant « Oh là là, j'ai perdu 10 €, je vais perdre 10 € à la fin de l'année ». Non, le livret A, c'est la toile à matelas moderne. C'est, à la différence d'ailleurs de l'or, dont on parlera tout à l'heure, le livret A, au moins, c'est certain
on gardera les 4 000 euros quoi qu'il arrive. L'or, ça bouge. Serge Lemaitre, je sens que vous voulez absolument rajouter quelque chose. Oui, c'est l'épargne de précaution. En fait, il faut payer les impôts. C'est l'argent qu'on met tous les mois à gauche. Et pour les enfants, pour la rentrée scolaire, qui est quand même dans pas trop longtemps, eh bien, c'est cette épargne de précaution que l'on met et effectivement qu'on va considérer comme intouchable pendant cette période. On va voir comment on l'utilise ou pas, mais d'abord, pour le financier qui a une vision macro des grandes masses financières, qu'est-ce que ça représente et est-ce que c'est fini quand même comme outil d'épargne, même si le terme n'est pas adoré par les puristes? Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand vous dites est-ce que l'épargne est morte, parce qu'en réalité, quand vous dites le livret A, c'est toute l'épargne aujourd'hui qui est confrontée à un changement absolument gigantesque des conditions de financement de l'économie mondiale, et française en particulier. On l'a dit tout à l'heure, nous avons une inflation qui est probablement aux alentours de 0,5%, sans doute peut-être même un peu inférieur. Ça veut dire que c'est très rare dans l'histoire d'avoir de l'épargne sans risque, parce que dans le livret A, vous avez 0 risque, qui vous rapporte plus que l'inflation. Donc là, on est effectivement dans le symbole, moins de 1%, mais l'élément très très fort, c'est une inflation qui a avoisiné les zéros. Ça, c'est quelque chose que personne n'a connu, on va dire, dans notre vie récente. Parce que ce que vous nous dites là, c'est que le livret A, il ne faut pas oublier que c'est garanti d'abord, et que c'est garanti donc toujours au-dessus de l'inflation, et que ça reste quelque chose d'exceptionnel. Exactement. Et là, nous sommes vraiment avec un taux qui était même, il était 1%, il était extrêmement élevé par rapport à l'inflation. Deuxième chose, nous sommes dans un contexte que l'on voit, y compris pour l'État, de taux très très bas. C'est-à-dire nous avons des taux négatifs aujourd'hui dans la finance, qui est quelque chose que, sincèrement, je ne pensais pas voir dans ma vie professionnelle. Vous voyez, des taux négatifs, c'est-à-dire vous payez quand vous allez prêter de l'argent. Donc évidemment, lorsque nous sommes là avec de l'épargne sans risque, logiquement, on devrait avoir 0 risque, donc quasiment un taux à 0. On est quand même avec un taux supérieur. Donc on est bien dans ce côté étrange de ce qui se passe dans la finance. Et puis dernier point, c'est que les banques centrales aujourd'hui injectent massivement de la liquidité dans toute l'économie mondiale, dans l'économie européenne, dans l'économie française. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la liquidité des particuliers, elle n'est plus forcément recherchée comme elle a pu être dans le passé, où on pouvait avoir une pénurie de liquidité, où l'État disait qu'il fallait absolument que j'aille chercher l'argent dans les matelas ou sous les cheminées des gens parce que j'en ai besoin. Là, aujourd'hui, les banques centrales, au fond, elles ont trouvé la solution. Vous avez besoin d'argent, j'en crée. En voilà. Donc évidemment, dans ce cas-là, ça signifie que votre argent, il est moins rémunéré parce qu'il est moins recherché. Alors justement, il y aura au moins 2 questions, mais on ne va pas y répondre maintenant, qui sont peut-être d'abord qui rémunère ce taux, et puis ensuite pourquoi l'État a pris cette décision. Mais d'abord, on va voir comment réagissent ceux qui sont titulaires d'un livret A. Avec cette énième baisse du taux, qui rapporte donc maintenant, depuis le 1er août, 0,75% et non plus 1% par an, eh bien, les titulaires ont anticipé cette baisse. Ça n'est pas nouveau. Depuis des années, de plus en plus de gens se séparent de leur livret A, plutôt pour mettre de l'épargne dans le PEL, l'assurance vie, qui sont devenus les principaux concurrents. Et le livret A a perdu cette année encore 2 milliards de collectes, c'était l'an dernier. En tout cas, c'est considéré encore comme le placement des pauvres, et ça crée la critique quand le gouvernement passe en dessous des 1%. Reportage, Sophie Lançon, Joël Lefebvre et Khaled Zouak. Jérôme Camus est retraité. Il a ouvert son livret A en 2009. Avec un taux de 2,5% à l'époque, il le voyait comme une épargne rentable. Mais ça, c'était avant. Ça fait un moment que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'ancien publicitaire a fait ses calculs. La delta de 26. Avec un taux passé de 1 à 0,75%, le gain est proche de 0. Si effectivement je calcule au taux de 1% avant le 1er août, je gagne 105 € d'intérêt. Et si j'applique 0,75%, je gagne 79 €. Et ma différence est de 26 € sur un an. Donc, bon, c'était déjà peu, mais effectivement, la différence est quand même insignifiante. C'est pas pour ça que j'ai pris un livret A ou 2 livrets A, un pour ma femme et un pour moi. Si Jérôme Camus a pris un livret A, ce n'est donc pas pour sa rentabilité, c'est pour lui comme un autre compte courant pour faire face aux coups durs. Nous avons arrêté de payer des mutuelles et on fait notre propre mutuelle. C'est-à-dire que tous les mois, on met quelques centaines d'euros, l'équivalent d'une bonne mutuelle, sur le compte et on s'en sert quand on a des problèmes de santé, ce qui n'est pas encore arrivé. Donc ça s'accumule sur le livret A pour l'instant.
Et ils sont 39% comme lui, selon ce sondage récent, à ne pas vouloir changer leurs habitudes, à épargner la même somme sur leur livret A, baisse de taux ou pas. Mais ils sont encore plus nombreux, 50% à vouloir placer leur argent ailleurs, 11% préfèrent même carrément le dépenser et consommer. Et le désamour est de plus en plus important. En juin, par exemple, il y a eu plus de retraits que de dépôts. Une situation qui dure depuis des mois, une décollecte de 2,3 milliards d'euros depuis le début de l'année qui pourrait empirer. Alors la décollecte a déjà été engagée puisqu'elle est déjà effective depuis quelques mois. Elle risque de se poursuivre très légèrement. Ceci étant dit, effectivement, aujourd'hui, les épargnants ont beaucoup plus intérêt à épargner sur d'autres solutions, soit plus long terme, soit plus risquées, s'ils ont la possibilité de bloquer leur épargne. Aujourd'hui, ce qu'on conseille à un détenteur de livret A, c'est bien sûr de conserver son argent sur son livret A, pour la simple et bonne raison que cet argent est disponible, sécurisé et bien sûr sans impôt. Touchez pas au livret A, touchez pas au livret A. La seule épargne donc, accessible à tous et disponible pour les plus défavorisés. Pour la CGT et le parti de gauche, pas de doute, c'est cette classe populaire qui est touchée par la baisse du taux du livret A. Et quand Bercy se justifie, explique que le secteur du logement social va y gagner, que la Caisse des dépôts qui gère cette épargne va pouvoir accorder des prêts moins chers aux organismes HLM. Ici, personne n'y croit. J'ai l'impression que ce gouvernement, il fait des calculs qui l'arrangent quand ça l'arrange. Non, cette baisse du taux, c'est d'abord un François Hollande qui fait les poches des petits épargnants. Parce que l'écrasante majorité de ceux qui sont concernés sont ceux qui n'ont pas des gros revenus, qui ont des petits revenus ou des revenus moyens. Donc premièrement, Hollande fait les poches des petits épargnants. Deux, il ne se préoccupe absolument pas de tout le problème de l'opacité des banques qu'il y a dans la gestion de ce livret A. Et ça, c'est un véritable scandale. Troisièmement, il prétend que cette baisse va améliorer le financement du logement social. Or, on sait qu'il va y avoir d'autres effets en cascade qui fait que ce n'est pas la conclusion à laquelle on va aboutir. Il faut aujourd'hui garder un investissement financier public massif, le consolider, le renforcer pour la relance économique, créatrice d'emplois dont on a tous besoin et qui va satisfaire des besoins sociaux comme le logement social. Un taux de 0,75%, un plus bas historique, du jamais vu depuis la création du livret A en 1818. Oui, alors, vous avez noté quand même les mots employés, les adjectifs pour la critique, tout de même faire les poches des petits épargnants. Alors, pourquoi le gouvernement, le président de la République, prennent-ils le risque d'être impopulaires en baissant ainsi en dessous de 1% ce taux que rapporte le livret A? Christine Kerdelan. Ça coûte cher à l'État de rémunérer cet argent alors que lui-même, on fait. Est-ce que ça sort des caisses de l'État? Cet argent est déposé à la Caisse des dépôts et il sert pour financer le logement social, c'est-à-dire les HLM. D'accord. Donc plus il coûte cher, plus évidemment ça coûte cher de se financer. Mais comment est-ce que cet argent peut thésauriser et rapporter quelque chose à la Caisse des dépôts, qui est un organisme de l'État, pour revenir ensuite dans la poche des épargnants? Comment ça marche? Alors c'est un peu compliqué à expliquer de cette manière-là, mais disons que... non, c'est-à-dire que c'est... Enfin, peut-être qu'un de mes collègues pourrait l'expliquer mieux. Alors, Jean-Baptiste Giraud. Vous êtes promoteur immobilier, vous voulez construire un projet HLM, un programme HLM. D'accord. Vous tapez à la porte de la Caisse des dépôts et leur dites « j'ai besoin d'argent ». Et en ce moment, pour les promoteurs, c'est une aubaine, cette baisse du taux, puisque ça va baisser leur propre taux à eux d'emprunt de 0,3 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur immobilier, avec la baisse du taux de rémunération du livret A, son projet immobilier lui coûte 0,3% de moins. On rémunère moins 0,25 pour le promoteur immobilier avec un effet de levier. Ça lui coûte 0,3 points de moins dans ce qu'il va emprunter à la Caisse des dépôts pour fabriquer son programme HLM. Alors, attendez, donc vous voyez, il y a bien un effet de cascade. Je repose la question pour qu'on comprenne bien, parce que c'est évidemment un peu complexe. 92% du livret sert au projet HLM. D'accord, mais pourquoi le gouvernement alors prend-il le risque de rémunérer moins cet argent pour les gens, et du coup qu'il y ait moins de collecte et qu'il y ait moins d'argent, comme d'ailleurs on l'a vu dans le reportage, c'est l'argument, pour les HLM?
Oui, Philippe de Sertine. Enfin, je crois que là, vraiment, on doit avoir conscience de ce qui se passe dans l'économie d'un point de vue global. Aujourd'hui, le logement, la construction de logements est à l'arrêt en France. C'est une catastrophe. Ça fait pratiquement 3 ans qu'on est vraiment avec des situations qui deviennent de plus en plus préoccupantes. Il faut construire. On n'arrive pas à relancer le logement. Il manque 200 000 logements par an. Oui, mais attendez, si on collecte moins dans le livret A, justement... Non, mais là, le problème, c'est de dire, c'est pas la collecte, c'est le financement. C'est-à-dire, on doit financer les projets. Il faut pousser ceux qui veulent investir à prendre des risques. Là, c'est assez paradoxal. On est en train de parler de la rémunération de celui qui prête. Mais la question, là, c'est savoir qui emprunte. Et quand Cet on argent dit, pour voilà, construire. exactement, l'argent dont on parle, l'épargne des Français, elle n'est pas mise dans un coin, elle est utilisée. Et donc là, aujourd'hui, on voit que si on rémunère trop, évidemment, si on rémunère celui qui apporte l'argent alors que les taux sont très très bas partout, y compris pour éventuellement les particuliers quand ils veulent acheter un logement, eh bien, ils vont se retrouver avec du gain, mais finalement, l'économie va y perdre. Mais alors, comment le fait de rémunérer moins va déclencher une volonté de prendre des risques de la part des entrepreneurs et d'aller demander cet argent à la Caisse des dépôts? C'est vraiment l'idée que là, si jamais vous avez cette rémunération plus faible, vous aurez un taux plus faible en termes de financement. Si la collecte descend dans les livrets A, il faudra chercher un autre type de financement, par exemple sur les marchés, qui sera lui aussi à un taux très très bas. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre d'avoir un taux super élevé au livret A, alors qu'à la limite, s'il n'y avait plus d'argent sur le livret A, on en trouvera ailleurs, mais à des taux beaucoup plus faibles. Ouais. Pour construire des HLM, il faut forcément aller chercher de l'argent à la Caisse des dépôts. On ne peut pas se tourner tout simplement vers une banque? Il faut de l'argent pour marcher. On avait des banques qui ont fait faillite, qui finançaient le logement social. C'est un des gros problèmes d'ailleurs du point de vue français. C'est-à-dire qu'on a eu là, avec la crise, justement une perte de financement considérable sur le logement social. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'on a un besoin impérieux d'avoir du financement pour arriver à relancer ce logement qui vraiment a des conséquences très très lourdes sur la croissance française. Alors Christine Cardet, donc qu'on comprenne bien, vous nous avez dit ça coûtait très cher à l'État. Donc pourquoi, je reviens à ma question, pourquoi est-ce que le président de la République prend le risque d'être impopulaire en rémunérant moins le livret A? Parce qu'on reste quand même très au-dessus de l'inflation, c'est ce qu'on disait tout de suite. Donc, en fait, c'est toujours pareil. François Hollande fait des arbitrages. Il a l'arbitrage économique qui lui dit qu'il faudrait descendre à 0,5 et puis l'arbitrage politique qui lui dit restons à 0,75, c'est-à-dire coupons la poire en deux une fois de plus. Ouais. Serge Maître. Il est évident qu'il y a dans le livret A un symbole, vous l'aviez dit tout à l'heure, le symbole, et on attaque le symbole. On avait mis, nous à la FUB, on avait mis le ministre en garde contre le fait que baisser le livret A, le taux est tout à fait mathématiquement justifiable, il va nous l'expliquer, inflation, etc. Oui, mais quand dans la même période, on a le coût d'énergie qui augmente, un certain nombre d'augmentations des prix, des dépenses contraintes, comme on dit, là, on attaque pas seulement le symbole, on donne mauvaise presse, c'est évident. Mais il faut rappeler quand même que lorsqu'on dépose 100 € sur son livret A, il y a 30 € qui vont aux entreprises, car les banques ont le droit, et d'ailleurs conservent 30% de la collecte pour financer les PMI, PME. Ça avait été un scandale il y a quelques années, mais maintenant c'est à peu près effectif. Deuxièmement, il y a les universités aussi qui sont financées. Et puis troisièmement, les hôpitaux. Il n'y a pas que le logement social. Donc là, il y a un côté langue de bois global qui consiste à dire oui, mais on va vous faire moins cher, on va vous rémunérer moins votre livret A, mais ça permettra de baisser le taux que payeront les sociétés d'HLM quand elles nous emprunteront de l'argent. Oui, mais il n'y a pas que les sociétés d'HLM. Et là, c'est le phare que l'on met sur quelque chose qui n'est pas totalement réaliste. Mais excusez-moi, Jean-Baptiste Giraud, quand j'entends Serge Maître, je me dis c'est la catastrophe. C'était fait pour financer les HLM, pour financer les hôpitaux, pour financer, je ne sais plus, la troisième chose que j'ai entendue. Les universités. Et l'université, merci. Et on réduit la collecte. C'est une catastrophe alors en fait. Vous avez, donc, on a en France, on a à peu près 4400 milliards d'euros d'épargne. Vous vous rendez compte, c'est des sommes. Non, quand vous avez dit qu'on est champion du monde, 4400 milliards d'euros d'épargne. Ouais. Et donc là, il faut rappeler qu'il y a de l'immobilier qui n'est pas de l'épargne liquide, mais c'est une maison. La vente. Laissez finir son... 4 000 milliards, c'est 10 000 milliards avec les... On n'y comprend plus rien, vous nous jetez les chiffres à la figure. Reprenons votre raisonnement. 4 400 milliards. Au fond, nous avons cette immensité, cette mer, cet océan d'épargne. Et là, nous avons en effet avec le livret A, on va dire ce livret d'épargne, un
élément très fort, classique, historique, dans lequel était l'épargne française. Ouais. Si jamais ce livret A baisse parce qu'on ne peut plus le rémunérer, et il est une épargne qui coûte cher à celui qui emprunte aujourd'hui, eh bien, on va emprunter ailleurs. Et par exemple, on évoquera tout à l'heure les assurances-vie. L'assurance-vie est aussi une solution éventuellement pour trouver du financement, et on cherche du financement ailleurs, on peut chercher du financement. Alors, venons-en maintenant à l'endroit, je dirais les autres endroits où les Français mettent leur argent, puisque nous avons donc cette culture d'écureuil, puisque nous mettons de côté de façon considérable, même dans cette période de crise, où les Français placent-ils leur argent maintenant qu'ils ne le placent plus vraiment dans le livret A? Jean-Baptiste Giron. Eh bien, moi, j'ai retenu du reportage qui est passé juste avant, le banquier qui disait « Ah, le livret A, gardez-le. Si vous avez un livret A et que vous avez l'argent sur le livret A, gardez-le. Et puis, on va mettre l'argent que vous avez en plus ailleurs. Mais gardez-le parce que c'est sécurisé. » Et ce qu'il faut bien entendre et retenir, et c'est la conclusion de cette conversation sur le livret A, peut-être, je pense, c'est que le livret A, il est sécurisé. Tout ce que vous allez placer ailleurs, et beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent en investissant en bourse ou en mettant sur les produits financiers avec des capitaux garantis ou autres, tout ce que vous allez investir ailleurs ne sera pas sécurisé. D'accord. Donc, gardez ça en tête. Alors, le ailleurs, parce que ça rapporte plus quand même, d'accord, mais c'est quoi le ailleurs? Dès qu'on est au-dessus de 0,75%, vous pouvez gagner et vous pouvez perdre. Avec le livret A, vous mettez vous gagnez pas 100 grand-chose, euros, mais vous perdez pas. Vous gagnez 7,50 € à la fin de l'année. Si vous mettez de l'argent sur un produit qui garantit 2%, par exemple, eh bien d'abord, il va falloir payer des impôts, parce que le livret A, c'est exonéré, donc il va falloir payer des impôts sur les plus-values sur les 2%. Et en plus, eh bien, ces 2% pourraient finalement ne pas être 2%. Moi, il y a quelques années, j'ai placé comme ça de l'argent sur un produit d'épargne sécurisé, indexé sur la bourse, et avec une petite somme, j'ai fait 30 ou 40% de plus-value en 2 ans ou 3 ans. J'étais ravi de mon coup. Ouais. Mais c'était avant 2008, c'était avant une injection monétaire massive qui fait qu'aujourd'hui, aucun paramètre pour un investisseur, même aguerri, n'est fiable et sécurisant. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à votre question. Je dis aux téléspectateurs, partout où vous mettez de l'argent à 2, 3, 4, 5%, attention, vous pourriez être déçu au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord, mais on a bien compris. Je rebondis sur une question d'un téléspectateur de C'est dans l'air, une question SMS. L'État espère-t-il nous faire vider nos comptes épargne pour relancer la consommation? Il y a un peu de ça dans l'idée. En tout cas, épargner ailleurs. Alors là, pour dire, la France comme l'Allemagne, hein, vraiment, c'est un pays, ce sont deux pays qui sont très très proches. Ce sont des pays qui épargnent naturellement. Donc, ils préfèrent épargner que consommer la totalité. L'idée, c'est plutôt que de consommer, c'est d'aller épargner ailleurs. Alors, on va dire que même, vous voyez, quand on est en train de regarder trimestre par trimestre, là, l'épargne augmente en ce moment. On était à 15% sur notre revenu en général qui était épargné. On est passé à 15,3% au premier trimestre 2015. C'est beaucoup, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que ça augmente. Les Français ont tendance à épargner davantage. Donc, effectivement, ce qu'on veut, c'est en tout cas pas leur faire des conditions qui seraient anormales, aberrantes par rapport au restant de l'économie, pour les inciter à épargner davantage. Mais ce que l'on voit, c'est qu'ils vont naturellement vers d'autres types d'épargne. Et l'autre type d'épargne sécurisée, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie, c'est, vous voyez, on disait tout à l'heure hein, sur le considérer sans risque, là c'est l'assurance vie en compte euro. On a 2 assurances vie en unité de compte où là il y a du risque et en compte euro où là il n'y a pas de risque. On est à 1300 milliards en assurance vie en France. C'est considérable, c'est énorme. C'est en ce moment là vers quoi, on va dire, les épargnants vont. Christine Cardellan. L'assurance vie n'est pas totalement sécurisée. Voilà. Effectivement. Déjà, il faut le dire. Les fonds en euros. Non, les fonds en euros sont effectivement à peu près sécurisés. Ah oui, mais c'est 1300 milliards. Hein. Mais en ce moment, depuis le début de l'année, les Français vont beaucoup plus vers les unités de compte. Alors, on les pousse à y aller, mais ça veut dire des actions, ça veut dire d'autres choses. Qu'est-ce que vous appelez les unités de compte? Expliquez-nous. Justement, c'est d'autres types de placements. Ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être toutes sortes. L'assurance vie, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe dans laquelle vous mettez des éléments. Voilà. Soit vous mettez des éléments risqués, on va parler d'actions, par exemple. Là, ça risque de suivre, et avec la chance aussi, hein, de monter ou de descendre votre enveloppe, ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et puis sinon, c'est, disons, des produits beaucoup plus monétaires, on va dire sécurisés, parce qu'on sait que ce qui est dedans, on va les retrouver à la fin. Mais vous avez posé une question, est-ce que c'est pour nous faire consommer ? Moi, je pense que nous sommes dans une grande stratégie gouvernementale qui a toujours été, dans quels que soient les gouvernements, leurs étiquettes, c'est de conduire l'épargne qui est de livret A, qui est quand même 360 milliards, hein, c'est énorme, bien de nous conduire à placer cet argent dans des produits longs, dans des investissements longs, mais prendre notre argent et au lieu de le laisser sur le livret A où on peut le retirer du jour au lendemain, ce qui ne permet pas de nourrir les investissements dont l'économie a besoin, dont l'industrie a besoin, eh bien, c'est que notre argent soit placé sur 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, c'est d'autres produits, effectivement, et c'est peut-être ce que tente le gouvernement. Je voudrais que vous essayiez de nous expliquer clairement
cette image de l'enveloppe, l'assurance vie. On entend assurance vie, on se dit on s'assure, ou on assure les siens. Voilà. En fait, de quoi s'agit-il? On met de l'argent dans quoi? Comment ça marche? Jean-Baptiste Giraud. L'assurance vie, c'est un placement. Alors en plus, il y a deux appellations, l'assurance vie et l'assurance décès. Ce sont deux paris, un sur la vie et un sur le décès. Bon, bref, c'est compliqué. Ce qui est important, c'est de savoir que l'assurance vie, c'est un nom, une étiquette que l'on met sur un produit qui est défiscalisé, de moins en moins d'ailleurs, au moment de son décès. Donc c'est le paradoxe, c'est une assurance vie, mais en fait, ça sert à transmettre à ses enfants au moment de votre mort, en défiscalisant, alors je ne me souviens plus, je crois que c'est 150 000, 157 000 euros, ou peut-être même passer à 100 000, le montant défiscalisé. Tout le reste... Donc en fait, attendez, pardon. L'idée, c'est que quand on a un peu d'argent qu'on peut épargner, on va chez son banquier ou ailleurs, investir, mettre cet argent qui doit rapporter à ses successeurs, en quelque sorte, plus tard... Il rapporte à vous parce que vous pouvez faire des rachats partiels. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent dans votre assurance vie, et quand vous avez un projet immobilier, une voiture qui casse, vous pouvez faire un rachat partiel avec des mécaniques qui vous évitent de payer Donc, la ça rapporte à soi-même pendant sa vie, et ensuite, ce qu'on va garder à la fin, on peut le transmettre. Et c'est en partie défiscalisé. Mais je voulais juste dire... Et pourquoi oui. Sur l'assurance vie, on dit tout à l'heure, on se base sur sécurisé, pas sécurisé. Voilà. C'est moi qui Qu'est-ce que ça veut dire? agité le Mickey. Je suis désolé de vous dire qu'en 2015, on ne peut pas décemment dire sur une chaîne de télévision nationale qu'un produit d'épargne comme l'assurance vie est un produit sûr. Totalement Parce que l'assurance vie, même en fait investie en fonds euros, elle achète quoi? Essentiellement des emprunts d'État. Et aujourd'hui, les emprunts d'État, enfin bon, il y a eu la Grèce. On a tenu tout le mois de juillet avec le feuilleton de la Grèce. Je peux vous garantir que si la Grèce nous avait claqué dans les doigts, d'ailleurs, en fait, c'est peut-être quand même en train de se faire, mais on a repris. Ne mélangez pas tous les sujets à la fois, s'il vous plaît. En fait, c'est le même sujet. Complètement pauvre. Je ne mélange pas du tout les sujets parce que c'est exactement le même sujet. On parle de l'euro. Ouais. Je peux vous sortir une pièce d'un euro ou un billet de 10 euros dans la poche. Ce billet, vous croyez à ce billet parce qu'il a le pouvoir de vous permettre de vous acheter une baguette de pain, une tranche de jambon et du beurre. Mais si demain, c'était le problème des Grecs, si demain ce billet, hop, il n'a plus de valeur monétaire dans leur pays et ces 10 euros deviennent 10 drachmes, eh bien ces 10 drachmes, ils ne peuvent plus s'acheter que la tranche de jambon et plus le pain et le beurre. Eh bien c'est le même problème. Aujourd'hui, lorsque vous mettez de l'argent dans l'assurance vie, cette assurance vie est orientée, fléchée vers l'emprunt d'État. Et l'emprunt d'État, c'est qui? C'est la dette publique, c'est nous et d'autres pays. Qui sont les premiers acheteurs de l'emprunt d'État français? Les banques françaises. Donc finalement, vous voyez, c'est un cercle vicieux. On met de l'argent dans l'assurance vie qui va aller financer le déficit public. C'est pour ça que c'est pas si sûr que ça. Philippe de Serre. Peut-être vraiment pour essayer de bien reprendre les éléments que vous disiez. En fait, ce que cherche le gouvernement, pour revenir à qu'est-ce que cherche le gouvernement, il cherche, je crois que c'est ça qui est important, à bloquer l'épargne, c'est-à-dire à aller vers l'investissement. La différence entre le livret et l'assurance vie, on va dire très concrètement, c'est que vous devez bloquer votre argent 8 ans. Donc là, lorsqu'on parlait de l'aspect non risqué, c'est considéré effectivement comme non risqué mais non liquide. C'est-à-dire vous devez laisser 8 ans. Vous avez parlé, cet argent. Voilà, il est bloqué. 360 milliards de livret A, 1300 milliards d'assurance vie non risquée bloquée. Et à peu près 300 milliards d'assurance vie bloqué également, mais risqué. Celle sur un unité. Vous voyez, pour avoir bien sûr, alors, avec l'assurance vie, c'est un investissement bloqué, mais qui rapporte un peu plus, c'est ça? Combien en moyenne? Exactement. Alors là, le problème qui se pose aujourd'hui, à peu près 2,4, 2,5 quand vous êtes sur les fonds euros. Quand vous êtes aujourd'hui en moyenne sur les unités de compte, c'est-à-dire là, avec un risque, vous êtes aux alentours de 4, 7, 5%. Et vous pouvez aller jusqu'à 10%, etc. Donc là, vous voyez, on est avec un gain. Plus on prend de risques et qu'on investit dans des produits à risque, plus vous gagnez. Plus vous bloquez et plus vous pouvez perdre. Et quand vous bloquez votre argent, normalement, vous devez gagner un peu plus. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui sur l'assurance vie, sur les 1300 milliards qui sont sécurisés, qui sont d'ailleurs en emprunt d'État français, parce que maintenant, depuis la crise européenne, on a poussé toutes les banques, toutes les grandes compagnies d'assurance à revenir sur leur territoire local. Donc on a principalement, on va dire, de l'emprunt français. Et l'emprunt grec, il est détenu principalement par les assurances vie grecques lorsque ce sont les assurances vie qui le détiennent. Donc on a aujourd'hui ce problème, mais ce problème d'engagement des assureurs, de ceux qui vous ont assuré, de vous donner une rémunération. C'est ça le vrai souci en fait aujourd'hui, parce que quand ils doivent verser 2% et que les taux sont à 0,5, voire même négatifs, eh bien là c'est compliqué pour eux. Alors, je voudrais juste, sur le débat sécurisé, pas sécurisé, l'assurance vie, de plus en plus d'experts disent, mais peut-être que mes collègues diront que ce n'est pas vrai, que si les taux d'intérêt remontent brusquement,
Actuellement, l'assurance On dit qu'en vie, ce moment, ils sont en train de commencer à on remonter. est à 2 ou 3%. Mais si les taux d'intérêt remontent brusquement, il est très possible que beaucoup de personnes veuillent reprendre leur argent de leur assurance vie. Quand elle est là depuis 4 ans, quand l'argent est depuis 4 ans, on peut le prendre avec moins de fiscalité. Donc on peut en prendre pour le mettre ailleurs sur des produits qui rapportent plus. Eh bien, on dit que les déplacements, si les taux d'intérêt montaient, pourraient être tellement massifs que la liquidité ne serait pas forcément assurée par les assureurs vie, en quelque sorte. Et que l'État... La liquidité, c'est la capacité à rembourser. envoyer le chèque. Bien sûr, voilà. Qui reste en caisse. Et donc, l'État serait obligé de dire, voilà, vous n'avez le droit de prendre que 20% sur votre assurance vie, ou 30%, ou 40%. Ah oui, non mais vous êtes en train de Qui dire est arrivé au grec, vous pouvez retirer que 60 € du distributeur. C'est ça, la liquidité. C'est pas l'assurance. C'est pas l'assurance vie. C'est le même principe. Là, je rappelle qu'on est pendant les vacances, qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être en revenant de la plage, donc ils ne sont pas forcément totalement concentrés sur le mot liquidité. Oui, on peut vous dire un jour, ah non monsieur, ce mois-ci ou cette année, vous ne pourrez pas retirer les 10 000 € de votre contrat d'assurance vie parce que l'État a voté une loi ou un décret qui a dit que le rachat partiel ou le retrait de l'assurance vie ne serait que de 20%. Voilà. Parce que la crainte, ce serait la remontée des taux qui se profilerait en ce moment, c'est ça? C'est-à-dire que beaucoup de liquidités voudraient partir en même temps. Oui, Or, les ça. assureurs vie, cet argent, ils l'ont placé eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas forcément le rendre liquide. Juste un mot, si vous voulez bien. Le PEL, qui est un autre produit d'investissement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et est-ce qu'il gagne en ce moment en notoriété 2% de rémunération, c'est intéressant. Et beaucoup de Français l'ont compris, puisqu'on est passé de 13 à un peu plus de 14 millions de titulaires de PEL en un an. En 6 mois. En 6 mois. Donc oui, plus de 2 millions de personnes se sont dit, oh là, c'est plus intéressant que tout le reste, je vais à 2%. Alors qu'est-ce que c'est que le PEL? Le PEL, plan d'épargne logement, à l'origine. Ah oui, à l'origine, c'était un plan, on faisait de l'épargne pour justifier que demain, la banque devrait nous payer, nous prêter. Elle peut nous payer, mais elle ne peut. Vous voulez qu'elle paye les banques, vous? Voilà. Elle pourra nous prêter de l'argent, puisqu'on a été capable pendant 5 ans à l'origine de faire de l'épargne. Maintenant, c'est 4 ans. Donc, c'est rémunéré à 4%, à 2%, veuillez m'excuser. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a que 6% des titulaires de plans d'épargne logement qui demandent un crédit. Ça peut s'expliquer par beaucoup de raisons. Et là, vous avez Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, qui vient de pointer du doigt, qui a dit il y a un véritablement détournement des PEL parce qu'il c'est un super livret A. Hein, on arrive à avoir 2%, et oui, en bloquant son argent pendant 4 ans, et encore au bout de 2 ans, on peut retirer l'argent et on touchera les 2%. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez, beaucoup de gens ont compris eux-mêmes, très intelligemment, que le livret A rapporte plus grand-chose, mais le PEL est une forme de façon, ok, il est bloqué un certain temps, mais il reste disponible assez vite. On peut de toute façon retirer l'argent à tout moment si on en a besoin. Et c'est sécurisé. Et c'est sécurisé. Un rendement sécurisé, capital garanti. Qu'est-ce qu'on demande? Et pendant 12 ans, défiscalisé. C'est assez simple. C'est presque le produit frère. Et monsieur Christian Noyer veut justement, semble-t-il, fusionner livret A d'aujourd'hui et le PEL. Et le PEL, on peut déposer plus de 61 000 €, je suis dans les chiffres, aujourd'hui, 61 000 €, c'est un super livret A, effectivement à 2%. Et là, c'est intéressant pour le gouvernement, parce que quelque part, voilà de l'épargne qu'on bloque pendant 4 ans, théoriquement, et c'est déjà plus proche des besoins de l'investissement. Puisque si je bloque l'argent pendant 4 ans, on va pouvoir et ainsi fournir les moyens dont les industriels ont besoin dans certains secteurs. Jean-Baptiste Giraud, où va l'argent que les gens mettent sur les PEL, les plans d'épargne logement? Il est réinvesti dans quoi? En tout cas, il sert très rarement à faire Non, ne dites pas là où il va pas, dites-moi où il va. Répondez à ma question si vous voulez bien. Où va l'argent des PEL? Où va l'argent des PEL? Eh bien, il est censé aussi être fléché pour financer en partie l'activité immobilière. Mais là encore, en fait, ce qu'on est en train de détecter depuis tout à l'heure, à force d'en parler, et nous-mêmes on est en train de le détecter, tout est fléché et tout est détourné de son fléchage initial. Donc, quelque chose est affecté à une destination bien précise, et en fait, on en change la destination parce qu'on élargit le champ d'utilisation, de possibilités, on fait des dérogations, et même parfois, même le banquier lui-même n'est pas trop regardant, et vous dire, bon, ça ne devrait pas se faire, mais ça se fait également. Donc le PEL, il devrait financer aussi lui-même cette activité de construction immobilière, mais il ne le fait pas. Et là aussi, vous nous dites, Philippe de Sertine, c'est pas très sain le PEL pour l'économie en général? Donc très très vite, en fait, tous ces éléments, majoritairement, vont vers la Caisse des dépôts. Quand vous posez la question, c'est qui garantit? C'est la Caisse
caisse de l'État. Voilà, c'est la grande caisse de l'État. Alors que lorsqu'on parle des assurances-vie, là, ce sont des grandes compagnies d'assurance. Et quand on parlait tout à l'heure des difficultés, ce sont les gérants, les compagnies d'assurance. Donc ça va vers le privé et donc vers les entreprises. Ce sont les grandes compagnies d'assurance peuvent être aussi avec des fonds publics. Hein, donc, mais c'est ça la vraie grosse différence. Et la question, donc, c'est de dire qu'est-ce que fait la Caisse des dépôts, quelles sont les orientations, puisque la Caisse des dépôts, eh bien, elle finance la politique économique de l'État, et notamment, par exemple, sa politique logement. D'accord. Alors, parmi les placements traditionnels vers lesquels, en France, mais pas uniquement, on se tournait beaucoup dans l'histoire, et avec la crise à nouveau, il y a l'or. On va parler de l'or maintenant. L'or qui flambait il y a quelques années, et qui pourtant vient de toucher son plus bas depuis 5 ans. Le comble, c'est qu'au même moment, il y a à peu près un an, le gouvernement a octroyé de nouvelles concessions à des chercheurs d'or sur le territoire français. Vous allez le voir, reportage dans le Maine-et-Loire, entre Nantes et Angers, au Royaume, en France, des chercheurs d'or, le village de Saint-Pierre-Montlinard, Sophie Lançon et Arnaud Forat. Armés de simples foreuses et de GPS, voici comment, en 2015, en France, on cherche de l'or. Là, on fait des prélèvements de sol à la tarière à main, en fait. Et donc, l'objectif, c'est de prélever un échantillon de sol à peu près entre 40 et 60 cm. Il y a 1 an et demi, Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, accordait un permis de recherche d'or à une société minière. Jérôme Gouin et Maxime Picot, géologues, ont encore au moins 4 ans pour trouver le bon filon. Par exemple, on a un morceau de quartz. Donc c'est ce genre de caillou qu'on va rechercher parce que l'or est potentiellement associé à ce genre de roche. Il peut y avoir de l'or là-dedans? Il peut y en avoir. Jusqu'à 10 millions d'euros d'investissement prévus pour savoir si ce sol français peut à nouveau être exploité. La possible réouverture d'une mine, une bonne nouvelle pour cette commune qui a vécu son âge d'or au début du XXe siècle lors de l'exploitation de ce minerai. Voici la balance qui a été miraculeusement conservée et retrouvée, qui a servi à peser l'or. C'est un objet très fragile, quelque chose de fort dans le souvenir de cette exploitation locale. Pour le maire de Saint-Pierre-Montlimard, la recherche et l'exploitation de l'or font partie de l'ADN de sa commune. Nous avons tout un secteur boisé et là nous remontons vraiment à la période des Gallo-Romains, des exploitations très anciennes, très antérieures. Ce qui explique une partie de l'agglomération qui n'est pas construite et c'est dû à la présence de ces galeries. La population a accueilli ça très favorablement, avec un espoir d'une nouvelle activité économique sur ce territoire et puis donnant des possibilités de création d'emplois. Vous y croyez? J'y crois. Alors nous attendons avec impatience. Sous ce village de 3400 habitants, 80 km de galeries exploitées pendant 50 ans. Mais de cette mine qui a fait faillite en 1952, il ne reste quasiment plus aucune trace à la surface. Ça, c'est des conteneurs qui servaient sur les wagonnets pour acheminer les pierres de quartz. Il reste que quelques vestiges donc, de pylônes qui ont aussi été ensevelis. Il y avait des tuyauteries, on pense que ça peut être pour vider les galeries, puisque les galeries, à l'heure d'aujourd'hui, les galeries sous Saint-Pierre-Montlimard, les galeries sont pleines d'eau. Les pierres de quartz sorties de ces galeries étaient ensuite broyées, puis placées dans des cuves de décantation comme celle-ci. Donc la particularité, c'est qu'ils se vidaient donc, évidemment par le fond. Une fois l'eau retirée, restait un concentré de minerai. C'était donc cette partie-là qui était reprise pour être retraitée au laboratoire ou par orpaillage, mais la valeur se trouvait déposée sur le fond. Quand on arrive dans cette zone... À l'autre bout de la mine, les déchets, un monticule de sable surnommé le Mont Blanc. Sachant qu'il peut éventuellement rester des quelques paillettes à l'intérieur. Vous avez de l'or sous vos pieds? Peut-être qu'on a de l'or sous nos pieds. Par contre, je ne suis pas équipé pour la ramasser. Donc voilà. De l'or sous ce sol, il y en a encore. Les premiers relevés sont prometteurs. Et même si ce métal précieux a connu sa pire expérience sur les marchés depuis 20 ans,
Les chercheurs d'or espèrent bien en trouver assez pour ne pas faire grise mine. Ouais, c'est pas le Brésil, hein, quand même. Je ne sais pas si ça fait rêver tout à fait. Mais alors, question tout de même très simple, qu'on se pose tous, question SMS. L'achat d'or comme placement est-il toujours judicieux, Philippe de Sertine? Alors, l'or, c'est pas judicieux en soi, parce que l'or, ça rapporte rien. C'est-à-dire, vous voyez, si vous achetez des actions... Si vous achetez... spécule dessus, alors, oui, mais vous voyez, l'or en soi ne va pas vous produire de richesse. Sauf lorsqu'il est utilisé comme matière première, qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il baisse, parce que toutes les matières premières sont en train de baisser très fortement actuellement, notamment du fait de la baisse du prix du pétrole. Vous voyez, il y a une indexation de toutes les matières premières sur l'énergie. Et là, en ce moment, on a vraiment à nouveau une chute très forte du prix du pétrole. Du coup, l'or suit. Donc l'or est en partie parfois un placement en tant que matière première dans ce qui sert de... Alors voilà, ça c'est pas la raison pour laquelle on achète des lingots. En fait, on achète des lingots comme étant une valeur refuge. Donc ça, c'est l'autre raison pour laquelle on achète de l'or. Et notamment, évidemment, on l'achète au moment des grandes crises internationales. Quand vous avez des risques de guerre, immédiatement, le prix de l'or augmente. Parce que là, on se dit, quand tout sera détruit, eh bien, je pourrais revenir avec mes lingots. On va dire, il y a cette espèce, vous voyez, mais c'est ce repère de la société humaine et que l'on retrouve sur tous les continents. L'or, ça a de la valeur, c'est rare. Ça a une grande densité. Et donc, on se dit, quand tout sera détruit après, avec mon or, je pourrais à nouveau avoir un équivalent de richesse. Mes papiers ou mon ordinateur avec les chiffres ne vaudront plus rien, mais en revanche, il me restera toujours ça pour négocier des choses. Et là, en ce moment, nous sommes dans une période un peu particulière parce que tous ceux qui cherchent du refuge, on a des moments de tension géopolitique actuellement dans le monde, donc qui sont non négligeables. En ce moment, tout le monde va vers le dollar parce que précisément, on est dans une situation où les taux aux États-Unis sont en train de remonter. Donc là-bas, c'est, on va dire, de la monnaie refuge, mais qui est rémunérée. Et donc en ce moment, tous ceux qui cherchent du refuge, ils vont vers le dollar, qui est en ce moment, actuellement, là, en août 2015, une valeur refuge, celle aussi traditionnellement vers laquelle on va quand on est en tension, quand on a eu les grands dangers de ces dernières années. Vous venez de le dire vous-même, il y a en ce moment des foyers de tension internationaux très importants, et pourtant, l'or est moins une valeur refuge, l'or solide là, que le billet vert. Le gars en Asie ou dans le Golfe ou en ce moment au Moyen-Orient, il se dit j'achète du dollar, ça c'est ce que je vais garder, je vais le transmettre à mes enfants, ça va être une façon d'avoir de la richesse, même s'il y a crise, même s'il y a guerre. D'accord, Jean-Baptiste Giraud. Oui, puis c'est une matière première, comme l'a dit Philippe de Sertine, et on voit qu'il y a une baisse de la consommation d'énergie, mais comme il y a une baisse de la production industrielle dans un certain nombre de pays du monde, eh bien forcément, on consomme moins d'or, on consomme moins de platine, on consomme moins d'argent, on consomme moins de ces métaux précieux qui servent partout. Vous savez, il y a même de l'or dans les pots d'échappement. Il y avait un article d'un média de Science et Vie le mois dernier, qui disait qu'il y avait de l'or, du platine, tout un tas de métaux lourds et avec une très précieux dans nos égouts. Parce qu'en fait, toute notre consommation se retrouve finalement à la fin avec les poussières dans les égouts, et il y a des chercheurs d'or qui vont chercher de l'or et du platine. Et on l'utilise pourquoi les mobiles, l'électronique, on l'utilise pourquoi là-dedans, vous avez de l'or, vous avez du platine, vous avez des tas de métaux. Dans votre voiture, vous avez des métaux lourds, je ne sais plus les poids, mais c'est tout de suite plusieurs dizaines de grammes par véhicule. Et alors pourquoi Oui, si l'or a baissé, c'est effectivement parce que peut-être on en consomme moins, mais c'est surtout parce qu'on n'est plus en période de risque systémique. C'est-à-dire que l'or, c'est une valeur refuge en cas de guerre et en cas de crise systémique, c'est-à-dire au moment des problèmes budgétaires et financiers américains, au moment de la crise des subprimes, au moment de la crise de l'eurozone, l'or a grimpé énormément. On est monté jusqu'à 1900 $ l'once. Mais alors précisément, est-ce qu'on n'a pas intérêt, on pourrait se dire, justement, je vais en acheter en ce moment quand il est bas ou quand il baisse, parce que si demain, et les menaces sont là, il y a une grosse crise à nouveau, systémique, notamment depuis la Grèce, là, j'aurai de l'argent qui va prendre de la valeur. Les gens devraient effectivement raisonner comme ça, mais avec la perspective de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et avec le fait que la Chine a montré que finalement elle n'avait pas acheté beaucoup d'or, elle a donné public, elle a rendu public ses réserves là tout récemment, on s'est aperçu qu'elle en avait acheté beaucoup moins. Ça veut dire qu'elle ne croit pas aux crises, quoi. Voilà, et parce que aussi la crise grecque, c'était déjà plus un risque systémique, quoi. On a vu que c'était si la Grèce était sortie de l'euro, c'était pas très grave. Et bien à cause de cela, finalement, les gens ne voient plus le danger, alors que pourtant c'est au son du canon qu'ils devraient acheter de l'or
encore. Hein. C'est un peu comme les la formule au son du canon qu'on a. Et on vend au son du clairon. Serge Maître, je ne veux pas être indiscret, mais vous avez des lingots, soit par tradition familiale, soit parce que vous en avez donc hérité, ou alors simplement parce que quand même, vous mettez ça de côté. Bon, vous ne voulez pas me le dire. Serge Maître. Non, les lingots, je ne les ai pas encore trouvés. Hein. Ni dans ou des pièces. Mais disons qu'on l'a bien démontré. En fait, tout à l'heure, on a parlé d'épargne de précaution, livret A. Et maintenant, on est en train de parler d'épargne de précaution, mais face à la catastrophe. Et la catastrophe, elle n'est pas là. C'est l'or, effectivement, pour beaucoup. Alors, on pourrait, comme vous veniez de le dire, on pourrait spéculer. Mais en fait, nous parlons aux épargnants. Les épargnants n'aiment pas les spéculations parce que c'est du risque. Et donc, acheter de l'or quand il est bas en se disant il va peut-être monter, ben, c'est prendre un grand risque, c'est qu'il ne remonte pas. Hein, et risque aussi parier sur le pire de demain en souhaitant qu'il arrive, parce que comme ça, l'or ira mieux. Vous voyez, ça heurte un certain nombre de valeurs fondamentales, un peu comme le livret A. Quand on le baisse à 0,75, ben, et que dans la même période, on nous dit, pour la même date, que l'énergie va augmenter à 6,50, il y a un hiatus là, psychologique. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, Philippe de Sertine, les libéraux, par exemple, nous disent beaucoup que ce pays ne sait pas gérer l'argent, ne sait pas investir, ne prend pas de risques, et surtout un écureuil, mais il n'ose pas prendre. Or, le monde et le numérique, on va le voir avec le crowdfunding dans un instant, est en train de... La culture française serait en train de changer et d'aller vers la prise de risque et l'investissement ailleurs, y compris l'épargne dans des projets. Malheureusement, non, pas encore, justement, pas encore assez. Quand vous êtes, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment l'orientation massive vers l'assurance vie, 1600 milliards au total sur les 4400, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous financez l'État. C'est-à-dire que vous financez le fonctionnement de cette immense pyramide qu'est la France, dans laquelle l'État joue un rôle central. Donc ça, c'est encore aujourd'hui le mode de fonctionnement majeur, volontaire ou non. Parce que l'on veut conserver son épargne, parce qu'on veut avoir un peu de rémunération, on va dire, ben voilà, je la mets dans cet endroit qui s'appelle l'assurance vie, qui s'appelle le livret A, qui va faire fonctionner la machine. Après, la vraie question qui se pose, c'est de dire, est-ce que je ne devrais pas choisir moi-même des endroits où là, maintenant, il faut investir pour le futur, qui sont très particuliers, et ce n'est pas l'État qui va le décider, ce serait ça va être ça l'idée que nous avons par rapport aux nouvelles technologies, la raison pour laquelle peut-être l'Europe, là, parce que pas seulement la France, l'Europe est en retard, l'Europe ne met pas assez son épargne vers ces nouvelles technologies. Alors, avant qu'on s'intéresse vraiment au crowdfunding, c'est-à-dire cette façon d'investir dans un projet concret à travers les sites de financement participatif. Financement participatif. Oui, j'ai dit les deux depuis le début, mais comme il y a, vous avez raison. Épinglez-moi là-dessus. Voilà. Mais les actions, où est-ce qu'on en est des placements des Français en actions? Plus qu'avant, moins qu'avant? Qu'est-ce qu'il en est? 8 millions il y a 10 ans, à peu près, 8 millions. Ils sont 4 millions et quelques aujourd'hui. Ils ont compris. Divisé par deux. Voilà, divisé par deux. Parce que, il y a eu 2 cracks entre-temps, c'est-à-dire des effondrements boursiers. Il y a eu aussi beaucoup de discours. On leur a vendu des produits en leur disant c'est garanti, vous inquiétez pas. Certains qui nous écoutent doivent avoir des Natixis, par exemple, ou des Eurotunnel. Ou des voilà, on peut les citer. Ils sont nombreux à se dire, oui, j'ai acheté ça pratiquement 4 fois plus cher, ou 5 fois, ou 10 fois plus cher, ou ça ne vaut plus rien. Donc voilà pourquoi il y a une désaffection vis-à-vis de la bourse. Parce que, disons, c'est l'empire du risque. Mais les actions, ce n'est pas toujours que la bourse. On peut prendre des actions de l'entreprise sans que ce soit toujours coté. Le financement participatif, justement, ce n'est pas l'État que je mettrais derrière l'assurance vie. Je dirais que c'est... jusqu'à présent, les Français faisaient quoi? J'ai de l'épargne, je vais aller chercher le financier, le professionnel de l'épargne financière. Je pousse la porte de l'assureur ou je pousse la porte de la banque. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de se mettre en place. Il y a 67 plateformes, aujourd'hui dénombrées. Donc, pour faire quoi? Pour vous proposer aux uns et aux autres de prendre votre épargne et de l'impliquer dans des projets locaux. Et ça, c'est important, parce qu'au lieu d'aller prendre une assurance vie, on ne sait pas d'où va l'argent, c'est de l'épargne purement financière qui va... On ne connaît pas le circuit. Oui, on ne connaît pas le circuit, ça se noie dans, justement, l'économie financière, bancaire, on nourrit l'économie financière. Eh bien là, on ira beaucoup plus directement auprès d'entreprises. Et je vais vous citer l'exemple historique maintenant, des biscuiteries Jeannette, il y a 18 mois, qui était en dépôt de bilan, racheté. Le brave homme qui l'avait racheté n'avait pas les moyens. Il s'est adressé à une plateforme justement de financement participatif et puis qui a dit est-ce que j'ai besoin de 100 000 euros, même moi il avait besoin de 50 000 euros je crois, qui peut me l'apporter? Et chacun est venu de son obol dans l'environnement géographique. Là vous visez, et souvent nous à la FUB on dit vous avez de l'épargne?
au lieu d'aller venir ensuite vous plaindre que le banquier vous a mal conseillé, que le banquier vous livre pas l'argent, même chose pour l'assureur, que c'est pas le revenu qu'on vous avait prétendu. Mais regardez autour de vous, vous avez des enfants, vous avez des amis qui ont des entreprises, qui se développent, mais qui manquent de fonds propres. Il manque d'argent. Vous avez. Alors, c'est incarné. Ce sont des financements incarnés avec des histoires et des êtres humains derrière. Alors justement, qui ont fait confiance. Précisément, on va voir comment ça marche et si c'est tout aussi vertueux que vous avez l'air de le dire. En tout cas, on va le voir avec une histoire, justement, comme vous dites, Jean-Baptiste Giraud, qui est liée à ce changement de la façon d'épargner et de placer son argent avec le numérique. D'abord, eh bien, ce financement participatif, je vous propose d'aller regarder l'exemple de l'arbre à vent. L'arbre à vent, c'est une éolienne un peu particulière, inventée par un Français qui a cherché de l'argent, alors que ce n'était pas du tout son secteur ni son métier, pour essayer de créer ce projet, vous allez voir. Et puis finalement, il a recueilli presque 1 million d'euros, pas tout à fait, mais presque. Aujourd'hui, il a créé 12 emplois et son arbre à vent, cette éolienne un peu spéciale, va être la vedette de la COP 21. Reportage Sarah Sisman, Marion Leclerc et Arnaud Fora. C'est un écrivain devenu chef d'entreprise. À 50 ans, Jérôme Michaud-Larivière a inventé ces mini-éoliennes en forme de feuilles. Ce prototype est une fierté, le fruit de 4 ans de travail. C'est comme une branche. En fait, elles sont agitées par le vent. Il y a très peu de vent et on peut voir qu'elles s'agitent et elles produisent des watts. Il y a à peine 2,5 mètres, 2 mètres secondes de vent et ça suffit pour générer du courant. Son idée, l'arbre à vent, composé de 63 feuilles. Il sera commercialisé fin 2015 dans toute l'Europe au prix de 30 000 euros. Ultime reconnaissance, il trônera à l'entrée de la COP 21. Un succès inespéré pour son inventeur, qui est parti de rien. J'ai commencé seul, puis on était 2, 4, 6, maintenant on est 12. Un projet qui n'aurait pas vu le jour sans le crowdfunding, littéralement le financement par la foule. Des centaines d'investisseurs particuliers ont permis à cette start-up de lever 860 000 euros. C'est un complément indispensable, les aides publiques ne suffisant pas. Vraiment, cet appoint a été fondamental. Mais au-delà de l'argent, ce qui est très important dans le crowdfunding, c'est la rencontre entre la foule. J'aime pas le terme parce que ce sont des vraies personnes. Ils vous écrivent, ils vous appellent, ils vous challengent et vous leur répondez. En répondant, vous progressez parce que vous apprenez comment ils perçoivent l'innovation et comment, dans un moment où on peut encore bouger les choses, profiter de la perception des gens pour corriger un point, répondre peut-être à une couleur ou confirmer le concept. Une révolution dans le monde de l'entreprise. Parmi ceux qui ont cru dès le départ à ce projet, Philippe Brocard, jardinier amateur et investisseur engagé. Je fais des pommes de terre, vous voyez, c'est tout bête. Ça se confond avec votre activité d'investisseur ? C'est le même principe, quoi. On a envie d'investir dans un projet qui commence comme une petite graine, après qui se développe et qui fait quelque chose. Mais par contre, là, on crée des emplois, c'est concret. On ne cherche pas à gagner de l'argent comme quelqu'un qui profiterait, vous voyez. On essaye de faire un projet. Pendant des années, ce conducteur de métro a investi en bourse. Mais il voulait donner plus de sens à son épargne. En pianotant sur Internet, il a découvert le crowdfunding et investi au total 5 600 euros dans des entreprises plus responsables. Les mises sont très différentes. Par exemple, chacun son café, j'ai pas mis grand-chose parce que pour la planète, j'ai trouvé que c'était pas énorme. J'ai mis que 100 euros. Par contre, sur l'éolien, tout confondu, on en est quand même à plus de 2 500 euros. Quelqu'un qui ne veut pas perdre d'argent ne placera jamais son argent sur ce type de projet. Il faut bien le savoir, ce n'est pas du tout sécuritaire. On n'est pas là pour avoir, on va vous dire, on va vous rendre ça. Non, c'est pas possible. Ça, ce sont des projets auxquels on croit. Le rapport peut être bon si ça arrive à se développer. Hein, on peut gagner beaucoup d'argent. Les petites entreprises, les petites startups, on le voit bien, il y a des success stories. Mais on ne cherche pas le ticket de loto. On cherche à modeler notre devenir. Pour l'instant, Philippe n'a fait qu'une plus-value, de tout de même 74%. Sur Internet, le financement participatif s'organise. De plus en plus de plateformes mettent en relation entreprises et particuliers. En France, il y en a aujourd'hui une quinzaine. En échange d'une commission, elles assurent le suivi des entreprises qu'elles estiment porteuses. Nous, on a un vrai travail en amont de sélection des dossiers. On a aussi
on va jusqu'au bout de la démarche collaborative en créant une forme d'intelligence collective grâce à nos 50 800 WeSeeders, et on leur permet de sélectionner les projets, et il y a quelque chose qui se passe, une forme de communauté auto-apprenante si on veut, qui permet d'être très pertinent dans la sélection des projets. Et derrière, nous, on réalise en interne un audit financier, technique, métier, pour pouvoir s'assurer de la valeur et de la pertinence du projet. Les investisseurs espèrent récupérer 5 à 10 fois leur mise. Plus d'1 million de Français y ont déjà eu recours, pour un investissement moyen de 4 500 €. Un marché en plein développement, puisqu'il double chaque année. Alors vous avez vu sur un des projets, 74% de plus-value, c'est autre chose que le livret A et son petit 0,75, ou même que le PEL avec ses deux. Alors tout de même, Philippe de Sertine, est-ce que le crowdfunding, le financement participatif, le financement par la foule, chacun en décide d'y aller ou pas, est-ce que ce n'est pas le meilleur de la réconciliation entre l'esprit d'entreprise et puis en même temps la prise de risque et la solidarité, les valeurs de solidarité? Oui, d'ailleurs, d'une certaine façon, on retrouve une sorte de marché du début, des origines. Voyez, on retrouve une sorte de rapport entre celui qui a de l'épargne et celui qui a des idées. Local, je sais dans quoi je mets de l'argent, et il n'y a pas d'intermédiaire qui me prend un peu au passage. Alors après, bon, il va falloir peut-être... Alors d'abord, peut-être, il faut dire, crowdfunding, vous avez, ou financement par la foule, financement participatif, vous avez 3 types de financement. C'est-à-dire ? Vous avez du don. Donc parfois, vous voyez, quand on parle du 1 million, il y a des gens qui donnent à un projet. Et qui n'auront pas de retour. Non, qui n'ont pas de. C'est vraiment un don en tant que tel. Et donc là, défiscalisation. Attendez. Oui, voilà, c'est une défiscalisation, mais c'est un don avec 0 rémunération et 0 retour. Vous avez du prêt. Donc on peut emprunter lorsque vous allez vous adresser à une plateforme, et la plateforme va chercher des prêteurs avec des taux d'intérêt qui, là, pour le coup, sont des taux d'intérêt qui peuvent être beaucoup plus élevés que ceux que nous évoquions tout à l'heure. Donc là, on joue le rôle de banquier. Exactement. Ouais. Et troisième solution, vous avez de l'apport en fonds propres, c'est-à-dire exactement comme le marché boursier. Vous avez des actions. Là, je vais placer et je vais être en permanence actionnaire. Et là, c'était le cas d'ailleurs. A priori, vous avez vu, on voyait, il avait des actions. Il était donc aux capitaux propres, dans les capitaux propres des entreprises dans lesquelles il y avait. Donc le crowdfunding, en fait, c'est toute la finance, y compris le don, y compris de la finance gratuite. Donc vous avez tout ça. Alors attention, on dit ça double tous les ans parce que c'est tout petit, c'est 140 millions d'euros en France, qui est très faible. Le marché des fonds d'investissement en France, c'est combien? Parce qu'on disait, vous voyez, vous avez 4 400 milliards d'épargne. Donc là, on est vraiment dans quelque chose complètement... Quand on disait tout à l'heure combien il y a investi en entreprises non cotées, 800 milliards en France, 800 milliards. Donc on n'est absolument pas dans les mêmes Mais donc c'est encore un nain. C'est un grain de sable. Oui, mais c'est appelé à se développer, ça double tous les ans. Alors on reviendra, il y a peut-être d'autres financements participatifs qui sont différents. C'est les plateformes qui sont plus appelées à se développer. Et les plateformes, là, si vous avez Google derrière ou Alibaba, évidemment, on ne sera pas dans ces chiffres-là. Là, on arrivera tout de suite dans les dollars, dans les milliards, pardon, et les dollars aussi. Et là, peut-être, effectivement, on sera très loin, on va dire, de cette vision un peu romantique là qu'on avait. Il y a une plateforme, qui s'appelle Lending Club, qui a déjà levé 9 milliards. C'est une plateforme américaine, mais qui est dirigée par un Français, qui a été lancée par un Français qui s'appelle Renaud Laplanche. Ouais. C'est pas anecdotique. Non, c'est absolument pas. Ils ont levé eux-mêmes en bourse pour développer leur entreprise près d'1 milliard. Jean-Baptiste Giraud, Philippe de Sertine vient de dire une vision un peu romantique dans le reportage. Mais quand on entend les chiffres cités à l'instant par Christine Kerdelan, on se dit que finalement, les entrepreneurs, pour des dossiers très solides, on l'a vu avec l'Arbre avant, qui veulent trouver de l'argent, et s'ils ne veulent plus aller vers les banquiers, ils peuvent aller là, non ? Oui, alors effectivement, ils peuvent aller là. Il faut rappeler juste que ce dont on est en train de parler existe déjà depuis longtemps, sauf que la loi l'a simplifié. Avant, de mémoire, c'est 2004, on pouvait investir au capital d'une entreprise directement, c'est ce qu'on appelait, alors désolé pour l'anglais, mais vous allez me traduire, le Friends and Family, les amis et la famille. Le développement standard d'une entreprise en France, quand on ne parle pas d'auto-entrepreneur, mais une vraie entreprise, vous voulez lancer une pizzeria, eh bien, vous allez voir vos amis et votre famille pour mettre de l'argent dedans. Ce que ça a changé depuis quelques mois, c'est que maintenant, on peut lever de l'argent par ces plateformes participatives et jusqu'à 1 million d'euros. Donc, moi, je suis entrepreneur, je veux lancer non pas une pizzeria, mais 50 pizzerias avec un concept bien particulier. Je peux aller chercher jusqu'à 1 million d'euros sur les marchés, enfin pas sur les marchés d'ailleurs, auprès de monsieur et madame, tout le monde qui passe par ces plateformes. C'est ça la nouveauté. Et donc, c'est devenu très sérieux en termes de volume et de financement de l'économie. 140 millions. En fait, on le faisait depuis très longtemps, mais ce n'était pas structuré. La différence, c'est que ces plateformes de financement participatif ont permis de structurer cet accès à l'argent pour les entrepreneurs. Mais le problème, c'est qu'il faut des projets.
il faut des gens pour mettre les projets en face des investisseurs. Donc on est au début de l'histoire. Vous savez, c'est un peu les premiers lecteurs de DVD ou les premiers smartphones. Eh ben, au début, il y en avait quelques dizaines de milliers. Et je pense qu'il y a un effet boule de neige qui va se mettre en place. Est-ce que, Serge Maître, les banquiers ne devraient pas s'inquiéter, un peu comme les taxis avec Uber, ne devraient pas s'inquiéter de cette ubérisation de... Certains qui essaient de parrainer certaines plateformes. Effectivement, ils ont mis les pieds dedans en se disant « Oula !» Parce que voilà, le problème, il est relativement simple et complexe. Aux États-Unis, quand un chef d'entreprise cherche de l'argent, il ne va pas chez son banquier. À 80%, il le trouve dans l'environnement socio-économique autour de lui. Donc. Or, en Europe, c'est le contraire. Dans 80%, quand on a besoin d'argent, pas seulement en France, en Allemagne, c'est la même chose, on va voir son banquier. Et cela rend les entreprises très dépendantes du système bancaire en Europe. Et donc, l'idée, c'est justement d'inverser cette situation de vulnérabilité au système bancaire, parce qu'on l'a bien vu en France, les banquiers sont devenus constipés pour distribuer du crédit, tout le monde a souffert. Est-ce que ça devrait vous plaire, ce système? C'est en train de changer les mentalités? Oui, non. C'est... plaire ou pas plaire, je dirais, c'est passionnant, c'est-à-dire il se passe des choses. Mais en revanche, là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est l'apparition de plateformes géantes. Et je le répète, derrière aujourd'hui, les grandes plateformes qui inquiètent beaucoup les banques au niveau mondial, mais qui peuvent nous inquiéter aussi en tant qu'épargnants, ou voire même en tant que contribuables dans les États, ce sont des grandes plateformes de type Google ou Alibaba. C'est là qu'on a aujourd'hui ces espèces de nouveaux aspirateurs à liquidité. Sur les épargnants de personnes, mais aussi sur les entreprises, qui vont avoir des rémunérations peut-être un peu plus fortes que celles qu'on peut avoir dans le système traditionnel, avec aussi évidemment un risque plus élevé. Quand vous gagnez plus, vous avez forcément un risque plus fort. Et donc là, c'est ça qui est en train de bouger en ce moment. On est en train de voir ça arriver, et là, on est en train de se demander comment on va peut-être arriver à réglementer au niveau mondial ce type de plateforme. Jean-Baptiste Giraud. Un point très important, on parle de rémunération depuis tout à l'heure, on parle de risque. Il faut rappeler qu'il y a un avantage fiscal à la clé. Lorsque vous passez par ce genre de plateforme, eh bien, c'est pas neutre, puisque lorsque vous mettez 50 000 euros dans l'arbre à vent, eh bien, vous réduisez vos impôts de 25 000 euros. En plus. Donc ça coûte à l'État quand même. Ça coûte à l'État, mais l'État fait le pari que vos 50 000 euros vont servir à créer des emplois, vont lancer l'économie. Mais vous avez déjà 25 000 euros de récupérer. Ce qui est important. Je voudrais juste donner un exemple de placement participatif qui n'est vraiment pas risqué. EDF a un projet d'éolienne dans les Vosges. Et EDF, par le biais du financement participatif, lève des fonds auprès des gens, des riverains ou d'autres personnes en France. Et si vous faites partie des communes qui sont concernées par les éoliennes, vous pouvez prêter de l'argent et être rémunéré 7%. Pardon. 7%. Voilà, 7%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Et si vous êtes hors des communes concernées, là, vous aurez 4%, ce qui n'est quand même pas mal non plus, parce que c'est de l'argent prêté à 2 ans et finalement à EDF. Donc le risque est zéro. Ouais, c'est presque aussi bien que l'arbre à vent de C'est dans l'air. Je rigole. C'est pas l'arbre à vent de C'est dans l'air, c'était juste un reportage. Je peux me permettre, c'est un peu acheter le silence des gens qui sont à proximité des éoliennes. On voit un peu c'est la communication. On vous paye votre gentillesse et votre bienveillance. C'est-à-dire qu'on peut toujours craindre demain ou après-demain le risque de fraude pure et simple, comme on les a connus parfois. Avec ces plateformes Oui, avec chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui dit « j'ai une idée, je vais la développer, il me faut des sous », il y a des aigrefins qui parfois rentrent là-dedans, prennent la peau d'un entrepreneur, l'apparence d'un entrepreneur, et on risque là de tout perdre. Tout de même, juste un mot encore, et on va passer aux questions SMS de C'est dans l'air. Est-ce qu'il y a des plateformes qui ont une telle réputation que c'est sécurisé et qu'on ne prend pas de risque en allant dessus? Je crois que tout à l'heure, vous avez utilisé le terme d'ubérisation et de tout ce qui est aujourd'hui l'économie participative. La sécurité, elle est très différente du système d'avant. Elle est liée justement à la foule, c'est-à-dire à la communication d'informations. On va dire, voilà, cette personne a prêté 10 000 fois, il n'y a jamais eu un problème. Exactement comme quand vous allez louer, je ne veux pas utiliser les noms de location, de plateformes de location que vous pouvez utiliser pour vos vacances ou à la place. C'est exactement ça, c'est-à-dire tout le monde va échanger, celui qui loue et celui qui est le locataire et le loueur. Voilà, c'est ça, vont donner l'information. On est tous des analystes financiers en quelque sorte. Exactement, et tout le monde va dire, voilà comment ça s'est passé, et c'est là-dessus que se fondent ces plateformes. Alors on en vient maintenant aux questions SMS et Internet, vos questions de C'est dans l'air. Très rapidement, Serge Maître, un livret A à taux zéro est-il possible? Peu vraisemblable.
Rien n'est impossible. Mais peu vraisemblable. Il n'y aurait plus de livret Il se peut que dans un an, si on est dans les mêmes situations économiques, le gouvernement accepte 0,50. 0,50 oui, en tout cas. Il a résisté, mais il résiste toujours, mais il finit par lâcher. Parce qu'à ce moment-là, le gouverneur nous dira 0,25. Donc le gouvernement dira je ne lui donne pas 0,25, mais je donne 0,5. Débat avec le gouverneur de la Banque de France. Ok. Le fait que les Français épargnent beaucoup entrave-t-il la bonne marche de l'économie ? Non, pas nécessairement. C'est justement, logiquement, l'épargne, c'est une vision de long terme. C'est ce qui doit permettre l'investissement. Nous sommes à un moment où il y a un besoin massif d'investissement. On va changer de modèle économique au niveau mondial. La France doit investir massivement, donc c'est très très bien. La seule chose, c'est qu'il faut que cette épargne soit dirigée vers l'investissement. Ce qui rapporte. Exactement, et c'est le problème actuellement. L'indice de l'inflation est-il manipulé ? Mais certains se disent, après tout, les calculs, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. C'est une éternelle question. A priori, non. L'INSEE est garant de cet indice. Et il n'est pas manipulé. L'Institut national de la statistique, donc organisme public, oui, mais certains mettent en doute la rigueur. On met dans le panier qui permet de mesurer, est-ce qu'on met tel produit, est-ce qu'on met de la high-tech. Il y a 10 ans, une réforme est intervenue qui a déjà fait du nettoyage, parce qu'il y avait des discussions. Oui, mais les impôts, les charges sont intégrés dans l'inflation. Et puis le tabac, la part des produits qui rentrent. Maintenant, depuis ce nettoyage, il y a eu moins de discussions. Et puis on a quand même un des meilleurs instituts statistiques au monde, quand même, l'INSEE, non ? On peut le dire. Non, c'est vrai. Bon, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Alors, autre question. Puis-je placer, je vous pose la question, Philippe de Sertine, parce que puis-je placer mon argent, nous demande ce téléspectateur, en dollars aux États-Unis ? Vous nous avez dit du bien du dollar en ce moment. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez, effectivement. Vous pouvez acheter des actions aux États-Unis. Alors non, ce n'est pas une obligation du tout, mais si vous le souhaitez. Sécurisé. Oui, aujourd'hui, c'est possible. Non, ce n'est pas plus sécurisé que l'euro. Mais si vous le voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez investir aux États-Unis. La question, c'était un peu, est-ce que j'ai intérêt à le faire ? Alors là, honnêtement, si vous êtes européen, vous avez quand même plutôt intérêt à travailler sur votre propre zone géographique. Si vraiment vous voulez placer en dollars, vous faites comme Lubesson, vous partez habiter là-bas. Il y a déjà des frais, là. Donc, bon. Le fort taux d'imposition actuel incite-t-il les Français à épargner ? Jean-Baptiste Giraud. En fait, moi, je me posais la question lorsque vous m'avez invité à cette émission, qui peut encore épargner en France ? La vraie question, c'est est-ce qu'on est en train de parler d'un panier haut des Français qui ont la capacité à épargner en plus des remboursements d'emprunts immobiliers ? Parce que dans le taux d'épargne, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les 15,3% dont a parlé Philippe de Sertine, il y a 7 à 8% qui sont les remboursements d'emprunts immobiliers. Donc en fait, nous n'épargnons que 7% de notre revenu brut. Les 7 autres %, c'est votre maison dont vous remboursez le crédit immobilier. C'est important de garder ça en tête. Ceux qui remboursent un crédit immobilier, en ce moment, sont en train de faire de l'épargne. Et vous nous dites, avec le niveau des impôts en ce moment, finalement... Je me demande qui sont les autres qui peuvent mettre de l'argent de côté. C'est ça la vraie question. Plus que les impôts, la vraie raison, c'est la crainte de la retraite, honnêtement. Aujourd'hui, les gens épargnent surtout parce qu'ils ont peur que leur retraite ne sera pas assurée. Quels sont les meilleurs placements actuellement ? Alors, vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on investit dans quoi ? Le plan d'épargne logement. Oui. Premier, réglementé, le plan d'épargne. 2%. Bon, l'assurance vie, vous avez peur des emprunts d'État. C'est-à-dire aujourd'hui, en ce moment, ce qui rapporte énormément, c'est la bourse. On a une augmentation très forte des actions. Donc si vous voulez savoir ce qui rapporte le plus, c'est investir en actions. Mais c'est risqué. Oui, mais c'est risqué. Ou investir dans les assurances vie qui sont justement investies en actions et qui peuvent vous rapporter 10-12%. Et il y a plus de gens modestes, je dirais, ou de la classe moyenne que de gens très riches qui investissent aussi dans les actions. Il y a beaucoup de Français qui investissent dans par le biais de produits. La plupart du temps, c'est par le biais de produits, soit assurance vie, soit par des SICAV. À long terme, le plus sûr, c'est la pierre. La pierre, c'est-à-dire l'immobilier. L'immobilier, si vous achetez un petit studio, un jour, vous y mettrez vos enfants pour qu'ils fassent leurs études et vous pourrez le revendre. Et techniquement, la pierre, c'est déduction de l'inflation, de la fiscalité. On sort 1,5%, mais vous sortez 1,5% de rendement tous les ans. Et puis, c'est liquide. C'est-à-dire que quand vous voulez vendre un appartement à Paris, à Bordeaux, à Lille, vous vendez l'appartement quand même assez bien, vite. L'assurance vie est le produit qui se porte le mieux, nous disent les spectateurs. L'État envisage-t-il de se pencher sur sa fiscalité ? L'assurance vie. Non, il se porte bien parce que la fiscalité est favorable, justement. C'est à cause de ça. Et l'État a besoin de ces 1600 milliards. Donc c'est considérable. Donc il n'y a pas de raison que l'État tue... tous les ans, on envisage quand même, à chaque fois... Oui, il y a toujours un projet qui est combattu souvent par les députés. Mais tous les ans, on rabote. On rabote aussi les avantages fiscaux liés à la fiscalité, l'assurance vie. L'assurance vie était beaucoup plus intéressante il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Vous venez de nous dire, Philippe de Sertine, que la bourse grimpait fort en ce moment. Les actions boursières
financières sont-elles menacées par une nouvelle bulle financière? Nous sommes en situation de bulle. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'injection de monnaie massive fait que les indices boursiers occidentaux sont aujourd'hui gonflés par, on va dire, cette injection de monnaie. Donc évidemment, quand vous avez un gonflement, un jour vous avez un dégonflement. Et puis alors vous nous avez dit que oui, on pouvait placer son argent en dollars. Alors autre question, est-il possible pour les Français de faire des placements dans les autres pays européens? Et si oui, avec quelle fiscalité? Alors oui, toujours pareil, vous pouvez aller investir, mais enfin là, il faut que vous alliez dans une banque, dans une compagnie d'assurance en Allemagne, en Italie. Tout cela est possible, hein. Vous pouvez déposer de l'argent en dehors de France. Mais loin des yeux, loin du cœur.